On vous rappelle le thème de notre débat aujourd'hui. Manifestation anti-pass sanitaire, un mouvement comme les Gilets jaunes peut-il renaître? On en parle avec Bruno Cotresse, chercheur au CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po, et Michel Maffezoli, professeur émérite de sociologie à la Sorbonne, auteur du livre L'ère des soulèvements aux éditions du Cerf. Bonjour Bruno Cotresse et Michel Maffezoli. Bonjour à tous les deux. Michel Maffezoli, est-ce le retour d'un mouvement de contestation aussi fort que celui des Gilets jaunes auquel on a assisté un peu partout en France samedi dernier, puisqu'il y avait au moins 136 rassemblements comptabilisés? Disons que pour moi, les Gilets jaunes à l'époque représentaient les prémices. Alors je ne sais pas si ça va être quelque chose qui va se reconduire à l'identique, mais on est dans une période, ce que j'ai appelé l'ère des soulèvements, où il y a un tel déphasage entre les élites, pour dire bref, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, intellectuels qu'on appelle maintenant experts, politiques ou journalistes, où il y a une vraie méfiance vis-à-vis de ces élites, et donc n'importe quoi peut être l'indice, en quelque sorte, d'un soulèvement. Je préfère dire soulèvement, parce que ce n'est plus la forme parti, ce n'est plus la forme syndicat qui sont totalement saturés, c'est peut-être même la démocratie qui n'a plus de sens, ou la grande idée de la République une et indivisible. Et à côté de cela, bien, on va voir dans ces périodes intermédiaires entre deux époques. Pour moi, nous sommes en train de quitter la modernité, on est en train d'accéder à une autre époque que, faute de mieux, certains, et je suis de cela, appellent la postmodernité. On ne se reconnaît plus dans ces élites, et du coup, il y a ces insurrections, révoltes, soulèvements. Moi, je n'ai pas de fétichisme des concepts. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a une lassitude fondamentale vis-à-vis de ces élites. Bruno Cotresse, vous pensez que c'est le retour d'un mouvement de contestation aussi fort que celui des Gilets jaunes? Alors, aussi fort que celui des Gilets jaunes, je ne crois pas. Je ne crois pas pour deux raisons. La première, c'est qu'au fond, l'ouragan de soulèvement populaire que nous avons vu à l'automne 2018 est passé, et d'une certaine manière, une partie des troupes se sont aussi un peu lassées. Mais surtout, il y a une question de calendrier. On est à moins d'un an de l'élection présidentielle, et sans aucun doute que ça va avoir un effet de canaliser à un moment donné l'expression du mécontentement qui s'est exprimé et qui va continuer de s'exprimer. La crise des Gilets jaunes, on n'en est jamais complètement sorti depuis l'automne 2018. Michel Maffezoli vient de le rappeler. Nous sommes dans une situation qui est une situation de profond malaise démocratique. Le rapport des citoyens à la sphère publique, on va dire, et pas seulement aux partis politiques, mais à l'ensemble des acteurs de la sphère publique, est extrêmement dégradé en France. Et effectivement, on ne voit pas très très bien les partis, les syndicats arrivant à canaliser. Mais néanmoins, on a une différence qui est très importante, c'est qu'une partie du mécontentement qui existe toujours contre Emmanuel Macron, au fond, essentiellement, c'est quand même un peu lui qui est en toile de fond et un peu la cible à travers une partie de l'opposition à la vaccination, va trouver matière à s'exprimer dans les urnes aussi. Il y aura peut-être aussi de l'abstention, mais ça sera quand même l'élection présidentielle qui va rester, je crois, très mobilisatrice de ce point de vue-là. Mais ce qui est certain, c'est que même une fois passée l'élection présidentielle, ce sentiment d'une perte de sens, d'un écart très important, effectivement, entre ce qui est la sphère de la représentation politique et les préoccupations, les craintes, l'anxiété, l'angoisse, le malaise des citoyens, ce problème restera de toute façon devant nous. On est dans une crise qui est effectivement une crise très structurelle et qui trouve à se réexprimer à travers une partie de l'opposition à la vaccination, parce que ça ne couvre pas toute l'opposition à la vaccination. Mais alors justement, vous avez parlé de la défiance envers les élites. Michel Maffezoli, est-ce que les élites, on n'est pas condamné d'être méfiants envers eux? Rappelez-vous qu'il n'y a pas très longtemps, Emmanuel Macron et Yael Braun-Pivet, qui est quand même présidente de la commission des lois, disaient qu'il n'y aurait jamais de passe sanitaire pour les restaurants. Et après, cochon qui s'en dédie, c'est exactement le contraire. Est-ce que ça ne participe pas à ce mécontentement généralisé? Sûr, les incohérences du
de l'actuel locataire de l'Élysée, je veux dire, vont se payer. Hein, je veux dire, cause toujours, tu m'intéresses. Moi, je discutais encore hier avec des voisins de la classe populaire, si je puis dire, eh bien, qui disaient il n'y a plus de confiance fondamentale. Hein, quand je dis cause toujours, tu m'intéresses, voyez. Mais si on peut prendre du recul et en relation avec ce que vient de dire Bruno Cotresse, quand cette grande dame de la pensée, Hannah Arendt, définissait l'idéal démocratique, elle disait j'ai une représentation philosophique, j'arrive à vous convaincre, vous me donnez votre voix, il y a une représentation politique. Là, actuellement, il n'y a plus de représentation philosophique, c'est-à-dire de corpus d'idées, d'ensemble d'idées qui arrivent qui fait qu'il y a une conviction. Et les mensonges successifs qui ont marqué ce que j'appelle, moi, la psychopandémie, hein, une maladie que l'on érige en quelque sorte en pandémie, eh bien, les mensonges successifs traduisent tout simplement le fait qu'il n'y a plus dans la technocratie actuelle ou dans l'oligarchie médiatico-politique, hein, parce que les journalistes ont une fonction de perroquet, un spécicisme. Hein, ils répètent sottement ou d'une manière lancinante ce que le pouvoir dit. Eh bien, non, mais je fais exception pour ça ne concerne pas Sud Radio. Bien sûr. Mais il n'en reste pas moins que cette fonction de perroquet est une fonction quand même auquel il y a lieu d'être attentif. Faut dire. Et c'est ça qui me fait dire que cet idéal démocratique qui a permis de fonctionner la démocratie n'est plus en phase. Et du coup, il y a ce désaccord, il y a ces soulèvements. À mon avis, je le répète un peu sottement et d'une manière lancinante, ce sont des soulèvements qui vont se répéter à partir de ce que furent les prémices des Gilets jaunes. Voilà. Bruno Cotresse, la démonétisation de la parole politique, ça nourrit la colère. Oui, bien sûr, ça nourrit la colère. Nous posons dans les enquêtes que nous réalisons au CEVIPOF régulièrement des batteries de questions aux personnes qu'on interroge sur leurs affects, leurs émotions, ce qu'ils ressentent profondément de la situation. Et c'est vrai qu'on observe depuis maintenant plusieurs années que le sentiment de colère et le sentiment de crainte, de peur sont très, très, très présents. Pour vous donner une idée, quand on pose ces questions dans les enquêtes que nous réalisons, on utilise des échelles qui vont de 0 à 10. Le sentiment de colère, il est à plus de 6. Ah oui. Donc, il est très, très important. Et c'est vrai que derrière cette opposition, ou une partie de l'opposition à la vaccination, on voit cette perte de sens. Dans nos enquêtes, on a demandé aussi aux Français s'ils considéraient que la France, c'était un ensemble de communautés qui cohabitent les unes avec les autres, ou est-ce que c'est une nation unie malgré ses différences? On voit que, l'idée qu'on est devenu une sorte de pays, de communautés qui cohabitent les unes avec les autres est aujourd'hui assez fortement ressentie. Mais quand on va regarder la corrélation avec l'attitude par rapport au vaccin, ceux qui sont favorables à la vaccination, il y en a 65% qui déclarent que nous sommes une nation unie, alors que ceux qui sont opposés à la vaccination, on tombe à 22%. Donc on voit qu'on est bien effectivement, à travers cette question de la vaccination, dans une double crise, la crise de confiance dans la parole politique, ça vient d'être rappelé, et peut-être plus profondément dans une crise du sens de qu'est-ce que nous faisons ensemble sur le même territoire, quel type de communauté nous sommes. On va faire un petit point sur la question du jour juste avant de vous retrouver, messieurs, pour la suite du débat. Manifestation anti-pass sanitaire, je la rappelle pour les auditeurs, un mouvement comme les Gilets jaunes peut-il renaître? Vous êtes à 93% dans le oui, avec un commentaire d'un certain Philippe. C'est pas vous, voilà. au moins le poudré fédère sur un sujet avec son peuple, le seul, la détestation et le mépris envers nous, les contribuables que nous sommes. Hein. C'est chaud sur Twitter ce matin, parlons vrai sur Sud Radio. On revient tout de suite avec la suite de ce débat, ne bougez pas. Sud Radio, le grand matin été, 7h-10h. Philippe David, Judith Belair. Il est 9h15 sur Sud Radio et nous sommes en compagnie de Bruno Cotresse, chercheur au CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po, et de Michel Maffezoli, professeur émérite de sociologie à la Sorbonne, auteur du livre L'ère des soulèvements aux éditions du CERF. Je vous rappelle le thème de ce débat. Manifestation anti-pass sanitaire, un mouvement comme les Gilets jaunes peut-il renaître? Michel Maffezoli, j'ai une question pour vous. Est-ce que, selon vous, Emmanuel Macron est instigateur de la fracture sociale que nous connaissons actuellement? Bon, c'est toujours difficile d'attribuer une responsabilité à une personne. Moi, je dirais à une classe. Il est là,
dans le sens simple du terme, la caricature. Hein. Il charge le trait de cette technocratie ou de cette oligarchie que j'ai appelée tout à l'heure médiatico-politique. Et dans le fond, il a ce discours, ce langage lisse, qui passe bien, mais dont on se demande ce qu'il veut dire à la fin. Hein. Ce grand théoricien qu'est Raymond DeVos disait « Quand j'ai rien à dire, je veux que ça se sache ». Je pense que cette formule peut l'appliquer au président actuel, ça passe bien, et puis rien ne reste. Alors, de ce point de vue, oui, on peut dire qu'il est un des instigateurs de cette fracture dont nous ne sommes qu'au début. Vous voyez, si je puis encore faire une précision, entre deux époques, il y a des périodes. Nous sommes dans une période entre la fin de la modernité et le début d'une autre époque, une période qui est toujours crépusculaire. Et cette période crépusculaire, qui dure quelques décennies, qui va encore certainement durer, eh bien, va voir l'émergence, encore une fois, de cette caste déphasée, détachée, qui n'est plus en phase. Le processus d'abstention qui a eu lieu, qui à mon avis va se reproduire, est quelque chose de fort intéressant. Et on parle de l'abstention et on ne dit jamais les non-inscrits sur les listes électorales, hein, ce qui fait qu'un élu, et le président actuel en est peut-être l'expression, c'est un minoritaire dans ce pays. Il n'est plus en phase de ce point de vue avec le peuple, d'ailleurs peuple qu'il méprise profondément. Bruno Cotresse, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors cette question effectivement est une question très, très, très importante. Ça ne date pas d'Emmanuel Macron, hein, tout ça, on l'a retrouvé sous d'autres présidences. Ce qui est certain, c'est que nous avons un problème dans le régime politique français qui s'est montré au grand jour sous le mandat d'Emmanuel Macron. Au fond, lorsque vous passez de 24% au premier tour à 66% au deuxième tour, ça crée une tension politique. Évidemment, il n'est nullement question ici de dire que celui qui est issu de cette élection dans ces conditions n'est pas légitime. Évidemment qu'il l'est. Il a obtenu à la loyale le vote populaire des Français. Et au fond, en démocratie, obtenir à la loyale le vote populaire, rien n'est plus important. Néanmoins, il y a une problématique politique, et cette problématique politique, elle s'est accentuée depuis 2017, compte tenu de ces conditions de l'élection. Prenons un exemple qui est un segment de l'électorat, qui est des électeurs de centre-gauche, qui ont apporté leur soutien massivement à Emmanuel Macron pour son élection, et qui derrière ont eu le sentiment qu'au fond, ça ne partait pas dans la direction à laquelle il s'attendait. Lorsqu'on regarde aussi les opinions qu'ont les Français sur Emmanuel Macron et la manière dont il conduit son mandat, on voit que c'est particulièrement clivé. Il y a toujours aujourd'hui, malgré les correctifs que le président a apportés à sa communication, l'élimination des petites phrases qui choquaient beaucoup à un moment donné, et bien malgré tous ces correctifs à sa communication, il y a un clivage sur son image qui est extrêmement profond dans l'opinion en France, avec un segment d'électorat qui a qui soutient beaucoup Emmanuel Macron sur l'idée qu'il faut réformer le pays en particulier. Et puis alors un gros segment qui trouve qu'effectivement il est arrogant, il ne peut pas comprendre le peuple, il n'est pas issu de la même histoire qu'une partie du peuple. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron continue d'inspirer ce très fort clivage sur son image. Merci. On reçoit Philippe, notre auditeur Philippe des Bouches-du-Rhône. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, on vous écoute. Pour reprendre la phrase tout à l'heure, heureusement que Sud Radio existe parce que je n'ai pas encore vu de perroquet à Sud Radio. Ah, ça c'est gentil, merci beaucoup. Clin d'œil à Michel Maffezoli. Voilà. Que je salue également, puisque nous avions déjà débattu avec André Berkoff le jour où j'avais sorti cette phrase en disant, vous savez, les Français n'ont plus faim de la politique pour une raison bien simple, c'est que le restaurant de la politique française aujourd'hui ne propose que deux menus, le menu merde ou le menu vomi, pardonnez-moi. Parlons vrai sur Sud Radio. Oui. Voilà, pardonnez-moi cette expression, mais le choix est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien ni personne pour redresser ce pays, et donc les gens se détournent, première phase, ne vont pas aller voter, deuxième phase, et troisième phase, un jour, ils vont renverser la table. Je suis d'accord avec Michel Maffezoli, parce que ce pouvoir ne comprend pas la gravité de la situation, et qui n'est pas propre qu'à la France. On parle de l'épidémie, mais vous avez vu ce qui se passe en ce moment sur le terrain climatique. C'est catastrophique. Oui. Donc, vous ajoutez
ce cocktail épouvantable de la dégradation permanente et accélérée de tout le climat, les dômes de chaleur. Il y a 300 feux qui brûlent en ce moment dans l'état de Manitoba au Canada et ils n'arrivent pas à les éteindre. Effectivement. Et attendez, c'est pas fini. Oui. Vous avez également des problèmes qui vont se poser. Il faut les voir en face. Nous n'allons pas réussir à nourrir l'ensemble de la population à cause de la dégradation climatique et de la biodiversité. Plus ajouter à cela l'effondrement de l'économie et cette pandémie dont on se demande vraiment bien si c'est pas un foutage de gueule et une opération mafieuse pour que certains se remplissent les poches. C'est inadmissible que des députés ne puissent pas aller voir les contrats, que tout est souligné en noir. C'est inadmissible qu'on puisse pas faire des prélèvements sur des lots pour savoir ce qu'il y a vraiment dedans. On ne sait pas. Donc les gens, moi je suis pas contre les vaccins. Par contre, j'aimerais bien me vacciner en disant si ma santé est attaquée, j'ai le droit de me défendre parce que là, ça devient un écocide. Il faut quand même regarder les choses en face. Alors Philippe, merci beaucoup parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va faire réagir tant Michel Maffezoli que Bruno Cotresse. Michel Maffezoli, qu'est-ce que vous voulez répondre à Philippe des Bouches-du-Rhône qui dit quand même qu'aujourd'hui, grosso modo, il y a une désespérance généralisée? Oui, désespérance. Vous savez, quand il y a une décadence, puisque nous sommes en décadence, il y a toujours une renaissance. Moi, je ne suis pas pour la sinistrose, et entre le verre à moitié plein et le verre à moitié vide, j'aime bien le voir à moitié plein. Là, en la matière, en accord avec ce que vient de dire votre auditeur, au-delà d'une crise sanitaire, encore une fois, cette maladie existe, il y a surtout fondamentalement une crise civilisationnelle. Et il y a un désaccord profond, c'est un peu ce que je dis d'une manière un peu lancinante depuis tout à l'heure, entre le peuple qui ne se reconnaît plus dans les grandes valeurs modernes, individualisme, rationalisme, progressisme, et puis quelque chose qui est en gestation. Moi, j'ai écrit à l'époque Le temps des tribus, où je rendais attentif à la fragmentation de nos sociétés. Il y a ce nous, non pas l'individu, non pas simplement le rationnel, mais l'émotionnel, non pas simplement le progressisme, mais vivre ici et maintenant. Voilà, et donc c'est à partir de là qu'il y a un immense décalage, et que ce décalage s'exprime au travers de ces soulèvements, à mon avis, qui vont se développer un peu dans nos sociétés. Vous voyez, et les formes représentatives ne sont plus en phase. La forme parti ne marche plus. La forme syndicat, 6% des ouvriers. La forme association, c'est l'idéal démocratique qui est fini maintenant. Il faut avoir le courage de le dire et voir que quelque chose d'autre est en gestation. Bruno Cotresse, rapidement, on est dans un monde post-démocratique, comme le dit Michel Maffezoli. Est-ce que vous voulez répondre à Philippe également, notre auditeur ? Oui, je dirais que c'est effectivement bien le problème de le sens de la représentation, le fait qu'effectivement les acteurs du politique ne semblent aujourd'hui plus en capacité, au fond, d'entraîner une adhésion de long terme. Peut-être qu'il y a de la liaison au moment de l'élection, sans aucun doute. Et je nuancerai quand même le sentiment de notre auditeur sur le fait qu'il n'y aurait plus aucune diversité dans les approches. Mais non, pas du tout. Quand vous regardez l'élection présidentielle de 2017, vous avez quasiment un casting de rêve. Si vous prenez les 4 premiers au soir du premier tour, quoi de plus différent à la fois comme profil, comme personnalité, comme programme politique qu'Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon. C'est vraiment des personnalités qui ont une grosse capacité, on va dire, à vraiment cliver, à avoir des alternatives qui sont très claires. Donc ces alternatives existent au moment de l'élection. Mais c'est vrai que le problème, c'est davantage le lendemain de l'élection que peut-être l'élection elle-même aujourd'hui. Eh bien, on aura beaucoup de choses à se dire en cette année d'élection. Merci à vous, Bruno Cotresse, chercheur au CEVIPOF, et Michel Maffezoli, professeur émérite de sociologie à la Sorbonne, auteur du livre L'ère des soulèvements, publié aux éditions d'Urcerf. Verdict, ma chère Judith, sur Twitter. Alors, c'est pas fini, on peut toujours voter. Oui, bien sûr. Sur Twitter, on est toujours à 93% dans le oui. Ça ne bouge pas tellement. Avec des commentaires toujours. Il n'y en a pas tellement des nouveaux là. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter sur les réseaux Twitter et à nous appeler au 0826 300 300.